on va au-delà de tout ce qui a été présenté ce matin, essayer de réfléchir un petit peu avec d'autres regards, et ils sont nombreux là, hein, vous avez vu, aujourd'hui ils sont nombreux, sur cette pertinence, cette fameuse pertinence de soins dont la FHF a demandé qu'elle devienne, une boussole de la réforme à venir. On va voir comment on peut faire, on va voir les avis des uns et des autres, et je vous les présente tout de suite de manière un petit peu rapide, vous m'en excuserez, mais on court toujours après le temps. Agnès Koufinal, je commence toujours par les femmes, c'est la solidarité féminine. Agnès Koufinal, vous êtes économiste principale à la division santé de l'OCDE. On en a parlé tout à l'heure de l'OCDE et vous allez nous donner un petit peu votre vision des choses. Christian Saout, qui est à côté de vous, est membre du Collège des usagers de la Haute Autorité de Santé. Antoine Malone, je ne vous le présente pas, qui tout à l'heure nous a fait cette très belle présentation sur le système Geisinger en Pennsylvanie. Professeur François-René Pruvot, merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, président de la CME du CHU de Lille. Israël Nizan, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et vous avez un avis assez tranché d'ailleurs sur ce que doit être la pertinence, on va voir ça. Et puis Cédric Arcos, vous êtes directeur général adjoint de la région Île-de-France, donc en charge des politiques de santé pour cette région. Alors, Agnès Koufinal, pardonnez-moi Patrick Olivier, je vous ai oublié, c'est le problème d'être très nombreux comme ça. Vous êtes directeur général associé d'Yvbar, qui est une société que vous présenterez tout à l'heure bien mieux que moi, et qui est une société de collecte de données globalement, mais vous allez le dire bien mieux que moi tout à l'heure. On va commencer avec vous, Agnès Koufinal. À l'OCDE, quand on a préparé un petit peu ensemble cette table ronde, vous m'expliquiez que vous aidez les pays à mettre en place des systèmes de santé performants en mesurant les résultats. Et que d'ailleurs, Choisir avec soin, qui nous a été présenté ce matin par le docteur Gomez, faisait partie des pistes possibles. Y en a-t-il qu'une? Y en a-t-il d'autres? Quel est l'avis de l'OCDE? Alors, il marche, normalement tous marchent. D'abord, il faut que je comprenne comment ça marche. Oui, c'est bon. Bonjour. Alors, en fait, l'objectif que je me suis assigné dans cette courte introduction, en fait, c'était de réfléchir au sujet de la pertinence des soins en me disant, bon, ben, c'est un sujet qui est visiblement émergent en France, et où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? L'OCDE a réalisé un travail assez important il y a 2 ans environ sur le gaspillage des dépenses de santé. Et notamment donc, autour de la question de la pertinence des soins. Et en gros, on identifiait 4 types d'étapes ou de leviers pour adresser cette question du gaspillage et notamment de la pertinence des soins. En gros, on disait que la première étape, c'est qu'il faut reconnaître qu'on a un problème. La deuxième, c'est qu'il faut mettre en place des outils pour mesurer l'ampleur du problème. Après, il faut aussi un travail important sur le changement des paradigmes et des attitudes. Et puis, il faut aussi mettre en place les incitations financières et réfléchir à comment mettre les choses en place ou lever les freins en tout cas. Alors, en matière de pertinence des soins, comme je disais, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Alors, il faut savoir, et là je me permets de faire un petit pas en arrière, c'est que la réflexion sur la pertinence des soins, elle est portée depuis très longtemps au niveau international. Alors, le premier papier, vous le savez peut-être tous, a été écrit par un certain Weinberg et quelqu'un d'autre d'ailleurs en 1973. Où en fait ils observaient dans le Vermont des variations inexplicables de taux de recours, notamment aux ablations des amygdales. Et ce papier en fait a été rejeté par toutes les revues médicales. Il a fini par être publié dans Science. Alors, cette question a quand même pris beaucoup d'ampleur, de la pertinence des soins a pris beaucoup d'ampleur en France. Mais ceci dit, alors, avec Sandra Gomez, j'ai écouté Sandra Gomez ce matin, moi je pense qu'on peut aussi dater les choses le travail qu'a mis en place la CNAM vers 2005, quand il commençait à parler de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 30 ans après Weinberg, mais mon impression à l'époque, c'est que ce discours quand même ne bénéficiait pas d'une très haute considération. C'est-à-dire que, en gros, ça émane de gratte-papier qui cherchent depuis Paris à essayer de réduire les coûts et qui comprennent pas grand-chose à la complexité de l'art, de la médecine, etc. Bon. Je pense quand même aujourd'hui, quand la ministre met la question de la pertinence au cœur de ses préoccupations,
il y a plus grand monde qui se hasarderait à dire qu'il n'y a pas un problème aussi en France. Ça correspond à une tendance globale. Par exemple, en 2017, il y a une série qui a été publiée dans le Lancet sur overuse et underuse, qui, à mon avis, marque le fait que même au niveau international, les choses avancent. Donc la France s'y met, mais c'est loin d'être le seul pays où la question se pose. Et comme je disais, on peut parler, je prends deux sujets, la question de l'évaluation des pratiques, l'évaluation de la variation des pratiques médicales et la campagne Choosing Wisely dont on a déjà parlé. La France a publié son premier atlas de variation des publications, de variation des pratiques médicales en 2016. C'était un travail qui était fait par la DHES et par l'IRDES sur 10 pratiques médicales, 2016. Je crois que le rapport était prêt pas mal de temps avant et qu'elle a mis un peu de temps à sortir parce que c'était compliqué, qu'on voulait froisser personne, etc. La Belgique et l'Espagne, ils ont sorti leurs premiers atlas vers 2006, soit environ 10 ans auparavant. Et cette année, la Belgique, l'INAMI, va mettre dans le domaine public des atlas de variation sur plus de 100 interventions. Et ça va être pareil dans le domaine public. Donc on avance, mais on n'est certainement pas les premiers. Je regarde assez régulièrement la littérature scientifique sur cette question de la pertinence, etc. On ne peut pas dire que je sois frappée par le nombre d'articles qui émanent de la communauté scientifique française. Et juste pour donner un autre exemple, Malik, le British Journal of Surgery, cette année, ils ont regardé en Angleterre, ils ont montré qu'en arrêtant ou en limitant 5 interventions chirurgicales ils pourraient économiser, en les limitant strictement aux interventions pertinentes, ils pourraient économiser 153 millions par an. Sur la campagne Choosing Wisely, on a vu qu'effectivement la FHF est maintenant porteuse du projet, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est quelque chose qui a commencé bien avant, en 2017. Donc, la dernière question que je vais aborder rapidement, c'est est-ce que on s'y met tard en France parce qu'en fait on n'a pas de problème. Je pense qu'on a déjà été convaincus, encore une fois, par les propos tenus ce matin, que ce n'est pas le cas. Je ne vais pas vous prendre le temps de vous régaler de tout ce que j'ai appris sur la difficulté, en fait, de mesurer effectivement la pertinence des soins. Je vais juste faire référence à une étude qu'on avait réalisée, que le CDE avait réalisée en 2014, où on regardait sur 10 interventions les taux de variation géographique en utilisant la même méthodologie dans, je crois, 13 pays différents. Et le sentiment que j'ai en regardant ça pour la France, c'est que, sur le médicament, c'est complètement différent. C'est-à-dire sur les antibiotiques, les benzos, on a vu ce matin, on est très très mauvais. Pour ce qui est de la question des interventions et l'imagerie aussi, pour ce qui est de la réalisation des interventions de type chirurgical, on est quand même un peu moins en moyenne sur des niveaux un peu moins élevés que dans d'autres pays. Cet été, j'ai regardé à nouveau la question des césariennes. Les taux de césariennes en France maintenant sont autour de 21%, ce qui nous place plutôt par rapport à la moyenne européenne de 27%. On est plutôt pas mauvais. Ceci dit, les Pays-Bas font mieux avec 16%, mais on voit aussi des pays comme l'Italie où on est à 35%, voire Chypre où on est, je crois, à 57% des femmes qui ont des césariennes. Donc, en niveau moyen, la France n'est pas forcément la pire. En revanche, en ce qui concerne les taux de variation qui ne peuvent pas être expliqués de façon évidente par des différences de morbidité, etc., on est à peu près comme tout le monde. Donc je pense que la France doit se poser, et que c'est effectivement pertinent. La raison pour laquelle on a pris le train en retard, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas un problème. Mais ceci dit, même si on a du retard, et ça je crois que Antoine l'a bien montré, c'est que personne n'a encore trouvé la solution miracle. Ou plutôt la solution miracle, elle est compliquée à mettre en place. Et donc voilà, donc tous les acteurs qui sont là aujourd'hui vont pouvoir en parler. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle au vu des différences qui peuvent exister entre chacun de nos pays. Ou est-ce que je me trompe ? Je pense que cette question de la réflexion d'approche populationnelle, de stratification, d'utilisation des données, c'est vraiment ce vers quoi on avance. C'est ce qu'on appelle aussi les systèmes de santé basés sur la personne et qui sont finalement des systèmes qui sont déployés de façon assez locale et pas du tout dans une approche nationale avisée. Donc c'est des approches qui doivent être portées au niveau des territoires. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les réformes annoncées, dans l'article 51. Enfin, c'est quelque chose, encore une fois, où la France s'y met progressivement.
Dernière question, est-ce qu'il y a pour l'OCDE des leviers identifiés pour améliorer cette question de la pertinence à votre niveau? Je crois qu'effectivement, on a parlé de la campagne Choosing Wisely. Je crois que l'exemple qu'a donné Antoine aussi, c'est vraiment des choses qui marchent. Maintenant, je veux dire, les évaluations et les données probantes ne sont pas toujours excessivement convaincantes. Mais bon, c'est des choses qui sont très très compliquées. Donc les évaluations le sont aussi et ça prend certainement du temps. Avant de donner la parole à Christian Saoud qui est à côté de vous, professeur Nizan, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport aux chiffres donnés du taux de césarienne, par exemple? Oui, il m'arrive de me déplacer à l'étranger et je pense effectivement que la France n'est pas le pire pays pour les césariennes, mais ce n'est pas un bon exemple pour la chirurgie. Vous ne pouvez pas dire que parce que les césariennes sont bien régulées, que la chirurgie dans notre pays est bien régulée, car les césariennes ont fait l'objet d'une part d'un contrôle des patients et d'autre part d'un véritable contrôle sur cet indicateur facile à mesurer, si bien que ça fait partie des gestes chirurgicaux les mieux surveillés. Voilà, c'était simplement pour... comme je sais que vous aviez forcément un avis, puisque c'est votre expertise, je souhaitais avoir votre retour là-dessus. Christian Saoud, je rappelle que vous êtes membre du Collège des usagers de la HAS. Par ailleurs, vous avez beaucoup œuvré sur l'avancée des droits des patients et vous avez un avis là-dessus. Vous appelez à la construction, vous, de beaucoup de choses, mais surtout, et c'est pour ça que je vous fais réagir un petit peu au démarrage de cette table ronde, vous n'êtes pas du tout d'accord avec l'idée de s'inspirer de modèles étrangers, en tout cas de faire des copier-coller, si je dois parler vulgairement. Je voudrais que vous nous expliquiez. D'abord, juste une remarque, je ne suis pas membre du collège des usagers, parce qu'il n'y a pas de collège des usagers, il y a un collège d'experts à l'HAS, et je viens effectivement du monde des usagers, mais il n'y avait à la limite pas besoin de représentants d'usagers au collège, parce que vu leur âge, ils sont tous usagers, les 7. Donc ils connaissent bien le système de santé. Et moi-même, j'étais mardi dernier dans un hôpital public français, ce qui m'a permis d'en mesurer la très grande misère. Donc je vois bien de quoi il s'agit. Je reviens maintenant au sujet. Oui, je trouve que c'est toujours bien les parallèles avec l'étranger, mais dans mon expérience militante, j'ai vu tellement de dirigeants d'élite française revenir ébahis de l'étranger et ne rien pouvoir faire que ça m'a rendu modeste dans les modèles qu'on nous présente. Parce que je pense que, par exemple, Geisinger, c'est un modèle de soins intégrés. Alors je veux bien qu'on refasse des financements au parcours, des financements à la pathologie, mais comment va-t-on répartir les financements entre les différents intervenants, ça pose des questions. Ce sont des modèles intégrés dans lesquels les données sont accessibles partout et à tout le monde, ce qui n'est largement pas le cas du modèle français. Donc je pense qu'il faut s'en inspirer, il faut regarder ce qu'on fait. Et par exemple, la campagne Choosing Wisely, elle a été activée à l'étranger avec des patients. Et voilà, je pense que faire avec les patients, ce n'est pas forcément choisir un leader associatif pour participer à une aventure. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change d'échelle dans la façon de concevoir les choses. Il y a des tonnes de méthodes qu'on peut utiliser pour capter 10, 15, 20 patients dans un focus group pour travailler avec eux. Voilà, je pense que c'est les gens du commun qui sont le mieux à même de dire un certain nombre de choses. Il faut se méfier aussi parfois des biais que l'on peut avoir dans la représentation associative. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui. Il faut travailler avec les groupes de patients. Et rien n'interdit aujourd'hui que dans un établissement de santé, on réunisse 20 patients d'un service donné pour examiner avec eux comment a progressé la qualité, comment a progressé la pertinence. Et puis dernier élément, si on ne restitue pas vers les patients les données, vous voulez choisir avec quoi ? Choisir avec soin, mais où sont les données du soin accessibles aux patients ? Nulle part. Donc, ou alors de manière extrêmement embryonnaire. Enfin, on n'a pas changé d'échelle de manière considérable. Pourquoi choisir tel service plutôt que tel autre ? Au fond, on n'a pas tellement d'indicateurs pour ça. Comment vous voulez choisir si on ne vous dit pas, quand vous consultez un médecin, quels sont les 2 ou 3 scénarios ? Le scénario si on ne fait rien, qu'est-ce qui va m'arriver ? Le scénario, si on fait quelque chose, quels sont les risques ? Le scénario, si on fait autre chose, quels sont ces risques ? Voilà, encore faut-il qu'il y ait ça. Et puis, ultime élément, c'est aussi l'empowerment des patients, qu'on n'a pas travaillé, qui nous manque beaucoup. Ça ne sert à rien, au fond, de dire qu'on va donner tous ces éléments aux patients si on n'augmente pas sa capacité discriminante, sa capacité à choisir. Vous savez, ce n'est pas facile de choisir quand on est patient.
Moi-même, j'ai changé d'hôpital et j'ai demandé à ce qu'on me donne mon dossier médical. J'ai un peu eu une espèce de leçon de morale sur le thème « Si vous croyez que vous allez être mieux soigné ailleurs », voilà, enfin, c'était pas écrit comme ça parce que c'est pas le langage, mais au bout du compte, ça voulait dire ça. Donc voilà, c'est aussi, il faut que les patients soient en situation, en capacité discursive, réflexive avec les soignants pour pouvoir choisir avec soin. Alors, Poser la question, docteur, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est inutile? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que tout le monde dans cette salle est capable de dire ça à un professionnel de santé? Je le crois vraiment pas. Donc c'est aussi le renforcement des capacités des patients à s'impliquer et à s'engager. Je crois que le professeur... vous voulez répondre. François-René Pruvot. Je vais réagir à chaud sur les remarques de Christian Saout. Tout d'abord, dans ma région du Nord-Pas-de-Calais, on a connu, avant la sécurité sociale, ce qu'était un système intégré primitif, qui était le système des mines. Et donc, bien évidemment, malgré une prise en charge écuménique et globale, on ne peut pas dire que ce système de santé était totalement bienveillant. L'employeur avait un poids majeur dans la finalité du soin. C'est clair. D'ailleurs, je vous recommande le très beau livre de Sorge Chalandon, récemment sur la dernière catastrophe coup de grisou à Courrières-les-Lances en 1974. C'est pas si loin que ça. Et le deuxième point, on oublie toujours pour la comparaison que, et notamment au travers de l'empowerment, nous sommes en Europe, et en particulier en France, en Allemagne, dans un système qu'on appelle bismarckien. C'est-à-dire l'État est par nature et par droit a une obligation de bienveillance et s'occupe du bien-être et de la santé de sa population de référence. Alors qu'aux États-Unis, dans le système anglo-saxon, c'est le malade lui-même qui, par contrat, s'occupe de sa propre santé et ses rapports avec le monde du soin sont de nature contractuelle. Ce sont deux différences fondamentales. Merci pour cette précision. Mais je profite justement, gardez le micro, je profite du fait que vous l'ayez pour vous poser la question et vous demander, avec votre vision, vous, de président de CME, qu'est-ce que vous metteriez en avant pour améliorer cette pertinence? Vous m'avez parlé notamment de recherche, d'innovation et de discussion avec les firmes pharmaceutiques. Et je voudrais qu'on en parle parce que vous êtes le seul à m'avoir parlé de ça. Est-ce que c'est un point important pour vous? La première chose, c'est que les organisations de santé ont de très longue date des recommandations qui viennent des données scientifiques. Depuis 2 siècles qu'existent les sociétés savantes ou les revues médicales, on sait ce que c'est que la pertinence. On le sait. Ça s'est trouvé complexifié parce que la pertinence avant, c'était le bon acte pour la bonne maladie. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, on s'est quand même aperçu qu'autour de la maladie, il y avait le malade. Et autour du malade, il y avait son contexte. Et le malade est devenu de plus en plus segmenté dans sa complexité, comorbidité, etc. Donc, on a un enjeu de complexité pour la pertinence. Et puis, je dirais, pour un président de CME d'hôpital, mais aussi dans la dimension qui nous est demandée dans le futur plan santé, donc de participer à la gestion territoriale de cette pertinence, c'est la maîtrise de cette pertinence. Actuellement, les outils, on connaît le bon acte pour la bonne maladie et on n'a pas les outils pour imposer que ce soit bien celui-là qui soit fait. Vous m'offrez là un lien tout fait avec ce qu'Antoine Malone pourrait défendre et ce que le travail de la FHF sur cette approche fondée sur le principe de responsabilité populationnelle et donc territoriale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en tant que piste d'amélioration, Antoine Malone? Voilà, prenez... Merci. Peut-être revenir sur plusieurs interventions. Et effectivement, qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? La première chose, effectivement, en matière de pertinence, ce qu'on remarque quand on regarde les très bons systèmes, ce qu'ils vont chercher, c'est ce que j'ai dit peut-être un peu rapidement, en fait, ils vont chercher à réduire les variations inexpliquées. Donc, c'est vraiment pas... Et donc, ça signifie d'abord se mettre d'accord ensemble sur un standard de prise en charge.
pour savoir comment est-ce qu'on mesure les variations par rapport aux recettes qu'on s'est fixées. Et ça permet aussi, une fois qu'on est d'accord sur un standard de prise en charge, donc un programme commun, et ça va être vraiment des axes centraux du projet qu'on va déployer, c'est possible non seulement de mesurer, mais aussi de faire sauter, et ça, c'est quelque chose effectivement qui est, moi, je trouve qui me heurte beaucoup. Les gens ne devraient pas être amenés à choisir ou à regarder où est-ce que je vais aller parce qu'un hôpital est plus ou moins bon que l'autre. On devrait être capable de garantir partout que peu importe l'hôpital dans lequel vous ayez, peu importe le médecin que vous ayez, vous allez avoir, quoi qu'il arrive, le plus haut niveau de qualité, le plus haut niveau de prise en charge et le plus haut niveau de suivi possible. Et ça passe d'abord sur, évidemment, le fait de s'entendre sur des standards de prise en charge qu'on peut après mesurer. Et dans ces standards, dans ces programmes, une des choses qu'on va vouloir pour qu'ils soient réalistes, c'est effectivement inclure des patients dès le départ, dès l'élaboration de ces programmes. C'est-à-dire pas quelque chose qui soit plaqué en disant « OK, on va vous faire ça et c'est bon pour vous », mais aussi être capable d'intégrer dès la phase de conception de cette recette de cuisine commune la voix des patients pour dire « OK, ça c'est ce que vous voudriez faire, vous les médecins spécialisés, mais nous, en tant que patients, voici quels sont mes besoins, voici quelles sont mes attentes, voici ce que j'aimerais pouvoir faire, etc. » Et ça, ce sont des méthodes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une pure invention, ce sont des méthodes qui sont utilisées, qui sont testées, qui ont montré des résultats. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait reproduire en France. C'est-à-dire, il est tout à fait possible, et disons, je ne suis pas médecin moi-même, donc je suis très prudent, mais quand même, j'en ai vu pas mal. Je pense que un des traits les plus forts chez les professionnels de santé français, c'est vraiment cette volonté de faire le mieux possible pour le patient. Et ça, on peut s'appuyer là-dessus pour construire et pour travailler et élaborer ensemble des programmes. C'est-à-dire ça, ce sont des leviers propres à la France qui sont indépendants des questions de financement. Mais de dire, écoutez, on peut tous s'asseoir ensemble pour réfléchir à comment est-ce qu'on va faire exactement pour notre population diabétique dans les Deux-Sèvres, en Haute-Saône, dans le Nord, etc. Donc, c'est des méthodes qui permettent, en fait, donc vous voyez bien que c'est pas ce que je vous décris, c'est pas exactement Geisinger. Ça n'a pas de sens de vouloir faire Kaiser ou de faire Geisinger. Ce qu'on peut aller chercher, en revanche, c'est quoi des méthodes ou des approches qui peuvent être utilisées par nos gens ici en nous appuyant sur nos propres forces. Et ça, les gens, ils sont prêts. Moi, je suis étonné des médecins généralistes qui sont prêts à bloquer une journée entière pour venir participer à des réunions. C'est un niveau d'investissement énorme. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ils font pas d'argent. Ils perdent 1 000 € par jour pour venir réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de mieux pour notre population diabétique. Donc, c'est un niveau d'investissement colossal sur lequel on peut s'appuyer en France pour faire notre propre système. Là, il y a un vrai message lancé aux opérationnels, donc à vous tous, médecins. En termes de... Professeur Nizan, je ne vous ai pas demandé à vous quel était... je disais tout à l'heure que vous aviez un avis très tranché sur la possibilité d'améliorer cette pertinence. Je dirais même que c'est peut-être un coup de gueule que vous poussez. Où se situe-t-il? Pardon de parler vulgairement, mais où se situe-t-il? Tout à l'heure... La première oratrice disait « le patient le veut ». Je rajouterais « le médecin le veut et l'hôpital le veut ». Et je ne suis pas d'accord avec vous, cher monsieur Malone, parce que quelqu'un qui a un cancer du sein, je ne lui conseille pas d'aller se faire opérer dans un endroit où on en fait 2 par an. Vous en êtes d'accord? Donc, et d'ailleurs, les patientes le savent, et d'ailleurs, je viens de voir un article où la mortalité est doublée quand une patiente est opérée dans un centre en dessous du seuil, reconnu comme étant un seuil minimal, et je suis très favorable à l'augmentation des seuils dans le cadre de la pertinence. Et pas que pour le cancer du sein, pour le cancer de l'ovaire, même chose. Ne vous faites pas opérer d'un cancer de l'ovaire à un endroit où on en a fait 2 par an, parce que c'est une pathologie difficile et que ça fait partie de la pertinence des soins que d'aller dans un endroit où on fait ça tout le temps et qu'on sait le faire et qu'on a l'appareil technique pour accompagner cela, et ça, on ne peut pas mettre partout. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que notre médecine, c'est d'abord de ne pas nuire, et la surconsommation est nuisible, terriblement nuisible. Et quand on a des incitatifs, nous les médecins, je vais vous dire un secret, on est entre nous. Mais un médecin, il a intérêt à soigner en fécondation in vitro des gens qui ne sont pas très stériles.
Parce que le plus facile, c'est de mettre enceinte une femme qui n'est pas stérile. Et quand il y a le programme du point là, qui fait le goémio des centres de FIV, ben les centres qui sont en haut et les meilleurs, c'est des centres qui accueillent des couples qui ne sont pas stériles. Pareil pour l'endométriose, pareil pour plein de pathologies. Donc on a des incitatifs. Alors moi je dis la chose suivante. Nos indicateurs de santé en France ne sont pas les meilleurs du monde. Donc nos résultats ne sont pas bons. Je vais vous donner juste un résultat qui, moi, m'inquiète. La mortalité maternelle. 9 femmes décèdent pour 100 000 accouchements. En 2018. Oui, 2017. 2017. Mais si vous regardez l'Île-de-France, 12 femmes décèdent pour 100 000 naissances. Et si vous regardez la Seine-Saint-Denis, comorbidité exclue, c'est 22 femmes qui décèdent pour 100 000 naissances. Moi, je vais mal avec ces chiffres. Parce que c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres des instances qui sont chargées de mesurer les choses. Ça va pas très bien. Alors on a poussé par les mouvements féministes, et vous savez qu'on a pris beaucoup de coups de pied ces derniers temps avec les histoires de violences obstétricales, qui pour nous sont un chiffon rouge, parce que je sais ce que c'est qu'une violence conjugale, mais je ne sais pas ce que c'est qu'une violence obstétricale. Il n'y a pas des obstétriciens qui se lèvent le matin en se disant « tiens, si j'allais faire du mal à des femmes ». Eh bien, on a été poussé à créer, par l'opinion publique et les mouvements féministes, qui ont une demande d'information, de transparence, de pertinence des actes et de bientraitance, un label de qualité. Qualité des maternités, qui va démarrer en janvier prochain, et dans lequel il y a des arguments de pertinence. Parce que les femmes disent... Moi, j'ai été dans cette maternité, on m'a fait une épisiotomie. Je regarde sur les textes du Collège national que l'épisiotomie, il faudrait en faire le moins possible. Expliquez-nous pourquoi le taux d'épisiotomie passe de Besançon à 0,3% à 45% dans une maternité privée où on n'a même pas mesuré son taux d'épisiotomie. Donc, les femmes ont raison de nous accuser de ne pas mesurer les choses. Donc, première impératif des maternités qui voudront le label, afficher à l'entrée le taux d'épisiotomie et entre parenthèses le taux national, le taux de césarienne et entre parenthèses le taux national, le taux d'extraction. Alors les gens vont compter, alors les gens vont calculer. Et j'ai un certain nombre de maternités qui ont osé me dire au président du collège, nous ne souhaitons pas la transparence. Eh bien, quand la maternité d'à côté aura le label et qu'eux ne l'auront pas, et que surtout la CHAM qui a dit nous donnerons 5% de moins de la prime d'assurance de l'hôpital quand sa maternité sera labellisée, à ce moment-là, ce sont les directeurs d'hôpitaux qui iront dire à leur chef de service de gynécologie obstétrique « t'es obligé à la transparence ». Et nous allons interroger les femmes sur la qualité des soins au travers d'une application. Et c'est ça la piste que personnellement, sur laquelle nous engageons toute la discipline. Je vais vous donner un exemple de stress post-traumatique. La femme qui vient pour accoucher à 3h du matin pour son accouchement normal avec un neurose sur la tête. Tout d'un coup, il y a un obstétricien qui rentre avec la sueur qui perle sur son front et qui dit « on va faire une césarienne en urgence ». Sans lui expliquer le pourquoi, et souvent il ne s'est même pas présenté. Et on se met à courir dans les couloirs. La femme, elle a une impression de mort imminente. Elle a l'impression que son bébé va mourir. On lui sort le bébé. Le lendemain au staff, la mère et l'enfant se portent bien. Dossier suivant. Il n'y a personne qui voit que la femme est enfoncée dans son lit, qu'elle ne regarde même pas son enfant, qu'elle va mal. Et le lendemain, le chef de garde, il est en repos de sécurité. Et le surlendemain, quand il revient, il a oublié qu'il a césarisé cette femme 48 heures plus tôt. Et il ne va pas la débriefer. Il ne va pas s'asseoir sur son lit en lui disant « Madame, vous m'avez fait la trouille, là, ça a été urgent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. » La femme sort de la maternité sans qu'on lui ait expliqué pourquoi on lui a fait ça. Alors moi, j'interroge les femmes au travers de l'application. Est-ce que vous avez revu, avant de sortir, le médecin qui vous a fait la césarienne ou la ventouse ou le forceps ? Oui, non. Plus de 20% de non égale le label est retiré. Et ça, moi je trouve que c'est une piste intéressante. J'ai une question à poser à la sécurité sociale.
Tout le monde sait qu'il n'y a pas besoin de faire de frottis avant 25 ans et qu'il faut arrêter de faire à 65 ans. Comment ça se fait qu'on rembourse encore les frottis à 18 ans? Les femmes nous disent, j'ai été chez un médecin, il m'a installé, il m'a mis un spéculum, ça m'a fait mal. Et je regarde sur les recommandations internationales, pas besoin avant 25 ans. Et d'ailleurs, quand on les fait, on trouve des pathologies et on commence à s'engager dans des trucs et des machins et des contrôles avec une morbidité qui en émane terrible. Je vais vous donner un petit conseil. Arrêtez de les rembourser. Demain matin, ils n'auront plus lieu. Je ne comprends pas qu'on continue de les rembourser. Les patientes le demandent qu'on arrête. Les assureurs également. Nous n'avons plus de registre. La qualité de soins des patientes pourrait diminuer si on n'augmente pas très rapidement les arguments de pertinence, car il y a des enjeux très importants qui poussent les médecins à faire. Le médecin le veut, le patient le veut, l'hôpital le veut, eh ben on le fait et ça dégrade la santé. Merci, c'était extrêmement clair. En filigrane, finalement, en termes de financement, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un côté inflationniste dans la tarification, dans la T2A. C'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. J'assume. Patrick Olivier, non seulement je ne vous ai pas présenté tout à l'heure correctement, mais en plus je vous ai fait attendre. Pardonnez-moi, vous êtes donc directeur général d'IFBAR. C'est une société suédoise implantée maintenant en France. Vous êtes expert en matière de financement de systèmes de santé. Donc, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous expliquer ce que fait IFBAR et nous dire pourquoi, pour vous, la collecte de données constitue une nécessaire, un outil nécessaire à cette amélioration de la pertinence? Oui, merci. Donc, je suis Patrick Olivier, je suis directeur général d'IFBAR France, puisque IFBAR est une société suédoise. Et brièvement pour présenter la société, c'est la société qui a accompagné un grand programme mené par les 7 plus grosses régions suédoises sur la mesure de la performance des parcours de soins et une déclinaison parfois dans le financement à l'épisode de soins. Et quand on parle de performance, c'est quelque chose d'assez large qui vient mesurer en fait à la fois les résultats cliniques, la consommation de ressources, on a beaucoup parlé sur le système de santé, et aussi d'être descriptif sur les méthodes qui ont été employées. Si on prend l'exemple de l'accouchement, césarienne, épisiotomie et tout ce que vous pouvez décrire comme les techniques ou les alternatives possibles. Donc il y a eu, voilà, donc c'est une expérience concrète hein, d'un programme qui a basé finalement l'action publique sur la mesure des variations inexpliquées. Je pense que ça a été largement dit et redit. La première des choses, c'est de mesurer finalement les différences. Après, on se pose la question de pourquoi, et je pense que les chiffres ne disent pas pourquoi. Si les chiffres sont insuffisamment précis, on complète, et notamment par exemple, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais sur l'obstétrique, il y a d'autres profondeurs de champ qu'il faut aller chercher. Mais en tout cas, ça permet de poser le débat et de regarder finalement les différences. Voilà. Et donc ça, c'est ça qui s'est passé, en tout cas, une expérience qu'on peut transposer dans sa méthode. Hein. La question est des outils, on parle des outils, donc c'est tout à fait possible. Et puis, concrètement, hein, si on prend un exemple, l'assurance maladie à l'occasion du rapport chargé produit de cette année, donc le rapport qu'elle fait chaque année, que vous avez cité sur la vision médico-économique du soin, elle a utilisé cette technologie-là pour faire une étude sur les maternités. Et donc on a observé finalement comment s'était comporté le système sur les femmes qui ont accouché en 2014 et comparer finalement les variations. Alors ça n'a pas fait l'objet d'une publication au sens explication, mais faisabilité, c'est-à-dire c'est possible aujourd'hui à partir du système national des données de santé, de ce que nous donne finalement l'unicité de notre système en termes de recueil de données, de trouver, de décrire des parcours. Et quelque chose de très important, on l'a dit, je pense qu'il faut comparer des choses comparables. Donc pour sortir un chiffre, un indicateur, il faut être en capacité de redresser finalement cet indicateur de la situation du patient, c'est-à-dire de ses comorbidités, de ses antécédents et de tout ce qui fait son poids. Et donc on ne peut pas regarder un taux de réhospitalisation, on ne peut pas regarder un taux d'infection, on ne peut pas regarder une consommation de ressources du type consultation en ville de spécialistes sans avoir dit quelle est l'attente en tout cas que ce patient avait pour le système de santé. Donc ça peut être fait à dire d'experts, mais ça peut aussi se voir dans les statistiques. Et je pense que quand les études ont été faites, elles ont dit, ben voilà, en moyenne, une femme qui a tel âge, telle comorbidité, voilà quelle est sa probabilité
d'avoir une césarienne. Ça vaut ce que ça vaut, c'est ce que les chiffres donnent, mais en tout cas, ça permet de pondérer et on regarde la performance du système par rapport à ce point. C'est très important, je pense que l'ajustement, ce qu'on appelle techniquement par là, l'ajustement au case mix, c'est quelque chose de très important parce que ce qu'il faut, c'est que ces chiffres arrivent à ceux qui peuvent s'en saisir, aux professionnels de santé, aux opérateurs de santé, et qu'ils aient confiance en ces chiffres. En tout cas que la première étape, que l'image soit suffisamment claire pour eux, pour qu'ils puissent agir sur ces chiffres. Donc redresser, avoir des choses qui tiennent compte des cas est très important. Donc c'est ce qui a été fait concrètement à l'étranger, c'est ce qu'on souhaite pouvoir accompagner en France. Le test a été déjà fait sur des bases de données type ville-hôpital comme le SNDS. Je pense que ça a été dit aussi largement aujourd'hui que les hôpitaux ont des bases de données, ont des richesses de données importantes, qu'il faudra aussi pouvoir exploiter cette matière-là. Les articles 51, le grand projet avec la mise en place de plateformes et d'ACO est aussi une grosse piste. Donc on a un superbe terrain pour éclairer la situation et donner vraiment aux professionnels montrer les variations et puis se dire, ben voilà, est-ce que vous pouvez agir sur ça et qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander quels sont les freins que vous rencontrez et puis faire réagir le professeur Pruvot parce que les données existent au sein des hôpitaux. Quelle est la possibilité de les utiliser en tant que levier? Mais d'abord, pardon, la question des freins, Patrick Olivier. Oui, la question des freins. Alors, moi, j'ai une expérience au-delà de ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé dans l'administration centrale de la santé et puis en agence régionale. Donc, il y a quelques années, quand on a monté les ARS, se posait la question justement d'accès aux données de santé. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je pense que la mise en place du CNDS et de l'INDS est un progrès. Après, il faut faire tourner la machine, c'est-à-dire qu'il faut demander. Vous avez tous, à des titres divers et variés, la possibilité de demander un accès à ces bases de données. Vous pouvez, la question c'est bien sûr pour des travaux de recherche, mais aussi pour des travaux opérationnels du quotidien. Je pense que même si on vous dit les données sont annuelles, les factures arrivent tous les jours dans le système national d'assurance maladie, donc on peut avoir l'ambition d'avoir une fraîcheur de données plus forte. Donc quand vous voulez regarder un projet médical de territoire, quand vous voulez mettre en place une expérimentation, dans le temps, dans les années qui vont venir, vous aurez certainement cette base de données. Donc il faut demander. Et le frein, c'est peut-être pas juridique parce que la loi l'autorise, mais de s'engager et de dire oui, je veux utiliser ces données et je veux exploiter ça. Ça, c'est côté, on va dire, système national des données de facturation. L'autre frein, c'est pas un frein, c'est une opportunité, c'est la mise en place de tous les systèmes des infocentres et des hôpitaux qui aujourd'hui commencent à concentrer des données, à permettre ce partage de données. Donc là aussi, il y a une possibilité. Et puis quelque chose que j'ai oublié et qu'il faut rajouter dans le paysage, ça a été dit, je pense, d'une certaine manière par le professeur Nizan sur le recueil des expériences patients. Aujourd'hui en France, et ça a été montré hier par l'exposé suédois, on a peu de registres sur ce qu'on appelle techniquement les prom et prem, donc l'expérience patient en termes d'outcomes médicaux et puis d'expérience de prise en charge. Et ça aussi, ça doit faire partie pas des freins, mais enfin des choses sur lesquelles il faut s'engager de manière très pragmatique, parcours par parcours, avec des registres, mais on a les capacités de le faire. Et après, de croiser ces données avec tout ce dont on dispose. Et c'est énorme ce qu'on dispose. On a quand même le meilleur système, un des meilleurs systèmes au monde en termes de connaissance de données sur le système de santé. Il faut l'exploiter. Voilà. C'est ça, je voulais dire. Vous voulez réagir, Christian Saout? Oui, 2 secondes. Oui, même, parce que... je reposerai ma question après à François-René Pruvot. C'est juste pour rappeler l'extrême importance de cette question-là, de l'évaluation de l'expérience et de l'évaluation des résultats. C'est 2 choses sur lesquelles, dans le discours du 18 septembre, le président de la République a insisté et la ministre a repris par ailleurs. Et je pense que c'est vraiment quelque chose... Mais il faut faire attention. N'allez pas recueillir l'expérience patient du point de vue du docteur ou du point de vue de l'établissement. Ce qui nous intéresse, c'est l'expérience patient du point de vue du patient. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat du point de vue du patient. Évidemment que les médecins ont en vue un résultat clinique, mais les patients ont vu un autre type de résultat. Il faut faire dialoguer ces 2 résultats pour voir où se trouve la chose la plus intéressante à aller rechercher. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est un enjeu très très important. Je le dis parce que très souvent, nous copions ce qui se fait à l'étranger. Alors parfois de travers, parfois sans l'adapter. Mais voilà, je ne voudrais pas qu'on tombe
Antoine connaît bien ça parce qu'il est le grand confesseur étranger des turpitudes françaises. Voilà, il ne faudrait pas qu'on retombe dans ce qu'on sait si bien faire, c'est-à-dire docteur centré ou établissement centré. Moi, je ne dis pas patient centré, je dis qu'il faut aussi un éclairage patient. Agnès Coffinhal, vous vouliez réagir aussi à cela. Et puis j'aurais une question, Christian Saoud, avant de vous laisser la parole, pardon Agnès Coffinhal. Vous dites patient, alors pas patient centré, mais donner la réponse au patient, recentré. On en a beaucoup parlé hier. Je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord pour le dire. Est-ce que les propositions qui étaient les vôtres tout à l'heure, avec non pas des associations d'usagers, mais véritablement de patients, avec des patients ressources, par exemple, est-ce que ça a un coût? Au regard de l'enjeu, le coût est extrêmement faible. Enfin, pardonnez-moi, mais quand on a vu le chiffre 30% de soins inutiles, bon, allez, visons pas 30%, mais prenons simplement 10%, même 5%. 5% de 175 milliards d'euros, ça permet de faire pas mal de choses sur la qualité, y compris des réunions de patients, des groupes de parole, des focus group. Franchement, voilà, c'est pas si cher que ça, quoi. Et ces méthodes-là, elles sont sans doute plus faciles à rendre opérationnelles dans les pays qui ont la culture de la co-construction. Et nous avons probablement du mal, mais c'est l'ambition de la haute autorité que de proposer probablement l'année prochaine une recommandation sur l'engagement des patients en santé et les outils de la co-construction avec eux, parce qu'on a probablement besoin de se détacher d'une période qui a été la période de l'affirmation des droits pour rentrer dans une nouvelle période. Je pense qu'il faut qu'on accompagne aussi ce mouvement. Agnès Coffinhal, vous vouliez réagir? Si vous permettez juste une réaction en tant que patient et puis une réaction plus institutionnelle. Je veux dire, je trouve que ce que vous allez faire, c'est exactement vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'il faut des informations qui sont faites pour les patients. Moi, je suis revenue en France et j'ai habité dans plusieurs pays à l'étranger. Et puis je me suis dit, bon, j'avais un problème de santé, où est-ce que je dois aller ? J'ai cherché absolument partout les informations sur des classements d'hôpitaux, etc. Résultat, j'ai fini sur l'Obs ou Le Point. Je me suis dit, non, mais ça va, je ne sais plus lequel c'est, mais... L'Express. Voilà, bon, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qu'il me faut. Bon, bah, évidemment, j'ai des copains qui sont médecins, donc j'ai appelé le chirurgien du MOUC que je connais. Est-ce que tu connais quelqu'un en région parisienne, machin. Bon, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Donc ça, c'est la réaction personnelle. Je veux dire, on se félicite des données qu'on a en France, mais je veux dire, pour ce qui est pour les patients de pouvoir faire quelque chose, c'est zéro. Voilà, je mets ma casquette au CDE maintenant. Et en fait, l'OCDE a été mandaté pour travailler de façon internationale, justement pour essayer de pousser cet agenda de développement de systèmes d'information qui rendent compte des résultats tels qu'ils sont ressentis par les patients. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle le programme Paris, où effectivement, on va essayer pour éviter que chacun réinvente les choses, il y a déjà des choses qui existent, hein, mais pour essayer justement de créer une plateforme internationale où les pays peuvent échanger des expériences et mettre en place des outils communs pour essayer justement de mesurer de façon plus systématique les résultats tels qu'ils sont reportés par les patients. Vous voyez au Royaume-Uni, alors là je reviens à mon expérience personnelle, vous cherchez un hôpital et vous pouvez regarder tous les hôpitaux et vous allez voir quel est le pourcentage dans tel hôpital de gens qui, après avoir reçu une opération de la prostate, déclarent qu'ils peuvent avoir une érection. Bon, ben voilà, ça c'est des résultats. Bon, personnellement, ça m'intéresse assez indirectement, mais mais tout de même. C'est vous qui l'avez dit. Mais tout de même. En tout cas, est-ce qu'ils peuvent marcher après avoir reçu une opération du genou et qu'ils n'ont pas de douleur? Et c'est pas la mortalité qui fait la différence. Et même la mortalité, on ne trouve pas les résultats de toute façon en France. Vous vouliez réagir, Patrick Olivier? Non. Non, mais c'est oui ou c'est non. Mais... Oui, c'est oui, puisque effectivement tout ce qui est recueil de prom avec des standards internationaux, on ne citera pas lequel en l'occurrence, mais sur le programme Paris, c'est fondamental, quoi. Donc voilà, ça fait partie des recueils complémentaires qu'il faut qu'on commence à mettre en place en France, discipline par discipline, peut-être parcours par parcours. Il y a une notion un peu générale de parcours. Je pense qu'il faut recentrer ces choses. C'est précis, c'est ce que disait Antoine, décrivait. Un parcours, c'est quelque chose de précis. C'est une pathologie, la maternité n'en étant pas une, mais une prise en charge, et quelque chose après pour lequel on va mesurer des résultats pour le patient, quel que soit le niveau, et pour le système.
Voilà, donc ça c'est ce travail un peu méthodique, systématique qu'il faut qu'on puisse mettre en France et sur lequel il faut s'engager. Voilà. Alors, Cédric Arcos, on ne vous a pas encore entendu et j'en suis tout à fait... Mais pardon, mais comme vous vouliez... Non, mais François-René Pruvot, réagissez parce que je vais donner ensuite la parole à Cédric Arcos pour une vision plus globale et peut-être plus politique de tout ce qu'on vient de dire. Donc, je vous en prie. Pour répondre à la question du rôle du patient. Avant, on parlait d'expérience profane. Oui. Le patient a cessé d'être un profane, il est devenu un professionnel de son soin. Donc désormais, l'expérience patient est une notion très, très concrète. Des instituts comme le Beryl Institute l'ont très très bien montré, par exemple. Je vais vous donner un exemple très concret de la véritable révolution culturelle. Je m'occupe de chirurgie du foie. Après avoir enlevé une partie du foie, il peut y avoir des complications. Elles vont du plus simple au plus compliqué. Une petite infection sur le cathéter de perfusion, un pneumothorax à droite parce que le foie est à droite, etc. Une fuite de bile, puis une hémorragie, et puis parfois le décès. Et depuis des années, nous avions cette gradation en 5 grandes catégories. Et puis, un de nos collègues suisses a dit, mais comment le malade ressent ces complications? Le chirurgien est terrifié par l'hémorragie. Le malade, pas toujours. Le malade fait confiance. Il a l'hémorragie, il sait qu'il va être embolisé, le lendemain, on n'en parle plus. Mais l'infection sur le cathéter, le pneumothorax qui le maintient au lit pendant 5-6 jours, la fuite de bile qui va durer 3 semaines, ça pèse très lourd pour lui. D'ailleurs, ça peut générer d'autres complications. Et donc, sur une série de cohortes de patients, dans plusieurs centres européens universitaires, on a réinterrogé des centaines de malades et on a développé, à partir de cette première échelle, ce qu'on a appelé un index cumulé et compréhensif de complications. Le CCI, Cumulative Comprehensive Index, et qui tient compte désormais du ressenti du malade dans la gradation des complications. Et donc dans nos congrès scientifiques, c'est cette échelle-là qui désormais est utilisée. C'est une véritable révolution culturelle. Bravo. Mais alors, moi, il y a quand même quelque chose, je vais me faire un peu candide, parce que vous êtes des experts et je n'en suis réellement pas. Tout le monde parle d'expérience patient, tout le monde, on est tous d'accord, enfin, en tout cas, entre tout ce qui a été dit hier et aujourd'hui. Mais à quel niveau est-ce que l'on situe le degré de connaissance nécessaire et est-ce que l'on ne doit pas éduquer? Enfin, tout patient n'est pas le même. Il y a quand même un curseur à trouver, j'imagine, de degré de connaissance de vos patients. Il faut assumer la relation asymétrique qui persistera toujours. On ne peut pas demander à un malade de faire 9 ans de médecine en 15 minutes de consultation ou 20 minutes ou une demi-heure de consultation. Mais donc il y a un chemin à faire ensemble. Ceci étant, voilà, c'est comme ça dans le vécu. Il arrive assez souvent qu'après une demi-heure, 45 minutes d'explication, la manière dont le patient place sa notion de confiance, elle n'est pas toujours corrélée à l'information. Pourquoi? Parce qu'au moment de se quitter, sa question, c'est en vous regardant dans les yeux, « Docteur, c'est vous qui m'opérez ?» Le ressenti plus que la connaissance, finalement. La confiance, oui, exactement. Cédric Arcos, vous avez été très sage, hein, je suis désolée, je ne vous ai absolument pas donné la parole. Vous dites qu'il faut sortir d'une vision technique des questions de santé et qu'il faut faire de ce secteur une clé pour une croissance dans le futur. Donc c'est un petit peu une vision politique que je vous demande. Quelle est la réponse politique à toutes les propositions que vous venez d'entendre? Oui, je pense que ce qui a été dit ce matin est extrêmement intéressant et révélateur finalement de la maturité qu'est en train de prendre cette question de la pertinence des actes. D'une approche d'abord de professionnels, de scientifiques, de publications, on est en train progressivement, et moi je peux que m'en féliciter, d'en faire un sujet de débat public, d'interpellation, dont finalement les classements des hôpitaux avec toutes leurs imperfections sont le symbole d'une recherche des citoyens, des patients, d'avoir un certain nombre d'indicateurs, malheureusement très imparfaits, en tout cas ceux qui nous sont offerts par la presse grand public. Autrement dit, je pense que si cette question doit progresser et doit devenir réellement une des boussoles pour notre système de santé, eh bien l'heure est venue d'en faire une question politique.
au sens noble du terme, au sens de vie de la cité. Autrement dit, c'est seulement en dessaisissant quelque part cette question du pur champ technique, de la régulation, des questions d'outillage tarifaire, etc., qui ne sont qu'une conséquence de la vision politique, qu'on arrivera à faire progresser. Pour être très concret, je crois que l'une des premières choses, c'est ce que disait Christian Saoud tout à l'heure, pour faire progresser la pertinence des actes, c'est d'abord d'afficher les indicateurs. Très simplement, de les afficher de façon presque brutale. Et assez rapidement, on voit que la réduction des écarts de pratique se fait parce qu'il y a eu une forme d'autocontrôle, une responsabilisation, une autoresponsabilisation, une surveillance collective qui est en train de se mettre en place. Et puis je crois que le deuxième élément, il renvoie presque à la gouvernance de notre système de santé. C'est que tant qu'on recherchera l'outil national pur et parfait ou le guide de bonne pratique national pur et parfait, eh bien je crois que cette problématique va perdurer encore de nombreuses années parce que le temps qu'on ait des recommandations d'expertise, d'autorité, de collège, etc., eh bien, on sera déjà dépassé par l'ampleur du sujet. Donc, moi, j'allais dire, mon point de vue, il est assez simple. Il est de faire de la question du système de santé, de son organisation, et tout particulièrement de cette question de pertinence des actes, qui est finalement un très bon exemple pour permettre aux patients, aux citoyens, d'entrer, de mettre un pied dans ce secteur tellement compliqué, tellement complexe, tellement technique qu'est la santé, et d'avoir finalement un droit au chapitre et de dire, voilà moi, quel est mon point de vue en tant que patient, et voilà surtout quelle est mon attente, quelles sont mes lignes rouges, quels sont mes espoirs, mes fondements. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est d'enfin assumer une politique locale, régionale, départementale pour le système de santé. Autrement dit, d'intégrer cette question de la pertinence des actes dans l'offre de services sur le territoire et d'en faire finalement le point d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que cette question du service rendu, de l'écart de pratique, de ce que disait tout à l'heure le professeur Nizan est tout à fait vrai, du nombre d'interventions que tout le monde connaît sur un territoire, l'hôpital où il faut aller, l'hôpital où il ne faut pas aller, là où c'est dangereux, le chirurgien qui va bien, celui qui ne va pas bien, et bien d'en faire une question de gouvernance politique, j'allais dire locale, régionale. Je pense que c'est aujourd'hui le bon échelon. Pourquoi? Parce que on voit bien que si on veut améliorer les questions de pertinence, il va falloir très vite avancer sur la question de parcours, il va falloir également mettre d'autres acteurs autour de la table, et que c'est donc un écosystème local qu'il convient de mettre en place. On voit bien aujourd'hui toutes les expériences, Antoine l'évoquait également, toutes les expériences aujourd'hui qui fonctionnent, tous les systèmes de santé étrangers, même si l'étranger ne doit pas être nos boussoles, mais en tout cas tous les systèmes qui progressent, ce sont des systèmes qui se sont décentralisés, qui ont réellement intégré la santé au cœur des dynamiques locales, qui ont su croiser les politiques de santé, les politiques de transport, les politiques de permanence des soins, les politiques d'éducation, de formation, de nouveaux métiers. Et c'est surtout aussi des systèmes dans lesquels les questions de santé sont des enjeux de politique locale, dans lesquels effectivement on s'interroge sur la qualité rendue et dans laquelle aussi les inégalités de santé, de résultats, eh bien, elles sont au cœur des débats politiques. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette vision extrêmement nationale est un frein à l'avancée de cette question de la pertinence des soins, parce que finalement, quand on regarde, quand on entend les débats nationaux, on a l'impression que cette question, elle pourra évoluer quand les tarifs prendront en compte suffisamment les questions de pertinence. Très franchement, j'y crois pas, y compris les récentes annonces. 300 millions d'euros sur la qualité des soins, enfin, c'est une vaste blague, sur 200 milliards d'euros de dépenses de santé. Premier élément. Et puis deuxième élément, c'est pas non plus une question simplement de gouvernance nationale. Encore une fois, je pense vraiment que le système de santé français progressera quand il assumera sa dimension locale et quand le national sera là pour fixer le cap, pour être intransigeant sur l'évaluation des pratiques, sur la sanction, sur l'impulsion d'une dimension, mais pas simplement sur la définition d'outils nationaux qu'on pourrait superposer de façon indifférenciée dans tous les établissements, parce qu'on sait très bien que la situation est loin d'être la même dans les territoires. Quelle réponse est-ce que vous avez du terrain lorsque vous avancez ces préconisations-là à votre niveau en Ile-de-France? Dans mon terrain actuel, des réponses plutôt favorables, puisque j'exerce au sein d'une région. En tout cas, moi, je suis assez frappé de voir à quel point les acteurs de santé sont à la recherche, finalement, de points d'accroche pour faire évoluer leurs problématiques et de les ancrer, de les mettre en synergie avec les autres problématiques. Et je crois aussi que les responsables politiques, ils sont très demandeurs de se réengager dans le système de santé, parce que d'une façon générale, ils sont interpellés sur les questions de santé. Toutes les enquêtes montrent que c'est la première ou deuxième préoccupation, que c'est un sujet de très forte précarité, puisque moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est quand on interroge les Français, ils ont toujours le sentiment, 80% d'entre eux, c'était la dernière enquête de mémoire,
territoire, qui seront moins bien soignés demain qu'aujourd'hui. C'est quand même terrible pour une puissance économique comme la France de se dire qu'on a le sentiment que les enfants seront moins bien soignés que nous-mêmes. Donc il faut recréer, je crois, du lien, de la confiance. Il faut recréer, je crois, vraiment un pacte autour de ces questions de santé. Et je crois vraiment que la question de la pertinence, elle est fondamentale parce que finalement, on évacue tout le technique qui nous intéresse, nous les professionnels de santé, et qui nous permet finalement d'avancer, de faire notre travail, pour ramener une question de choix fondamental de quel système on veut et qu'est-ce qu'on souhaite comme service. Finalement, c'est le cas des autres services publics. Quand on regarde aujourd'hui, on interroge les trains, la ponctualité, on interroge la performance des établissements scolaires, d'enseignement supérieur. On a commencé là où on sait effectivement que les expériences qui marchent, c'est celles qui sont pleinement intégrées dans le tissu local. Le cas de la formation supérieure, c'est le meilleur exemple pour moi. Hein. Les écoles qui sont pleinement insérées dans un écosystème sont celles qui montrent leur effet. Idem pour la question des transports, on voit bien. Et je crois que la santé, elle ne doit pas échapper à cette logique. En tout cas, pour moi, ça serait vraiment un rendez-vous manqué et surtout très contre-intuitif, puisqu'encore une fois, tous les systèmes de santé qui progressent, qui ont des résultats, eh bien, ce sont les systèmes de santé qui ont fait ce choix, ce pari du territoire. Merci beaucoup Cédric Arcos pour cette quasi-conclusion finalement, en tout cas préconisation. Et avant de conclure cette séance plénière, à moins que l'un d'entre vous ait quelque chose qu'il souhaiterait rajouter, non. Donc professeur Nizan, avant de vous passer la parole à la salle. Je voudrais dire en tant qu'hospitalier du public et ayant vécu toute ma vie dans le public, qu'aujourd'hui l'hôpital va mal, va très mal. Les équipes, pour la première fois de ma vie, j'ai 2 internes en burn-out. Mes sages-femmes me disent, avant je me réjouissais quand je venais faire un accouchement, aujourd'hui je viens avec la boule au ventre, j'ai 4 patientes à accoucher en même temps. Les indicateurs et les objurgations de pertinence tombent complètement à plat quand on est dans une maternité où on se demande qui va être de garde le soir même. Et donc tout ça, c'est bel et bien, mais je peux vous dire qu'avec l'état des hôpitaux publics de France actuellement et de l'espoir qu'il y a dans les équipes médicales, qui sont des gens extraordinaires de dévouement, plus personne aujourd'hui n'est capable d'entendre des arguments de pertinence. Donc je dirais que la pertinence, c'est un sport de riches. Alors, je le dirais avec des mots plus, comment dirais-je, plus soft que Israël Nizan, bien évidemment, mais lors de notre récent congrès national de chirurgie digestive à Paris, nous avions invité la directrice de l'HAS, le professeur Le Guludec, et elle a eu une phrase absolument historique qui nous a beaucoup impressionnés, à tel point qu'on a vérifié qu'on l'avait bien enregistrée, car elle va nous servir. D'ailleurs, je pense qu'on va l'inviter à la conférence des présidents de CME, de CHU. Elle a dit « Je commence à me demander si la recherche d'efficience à laquelle ont été soumis nos établissements de santé ces dernières années est compatible avec nos impératifs de qualité et de pertinence. » Ça fait froid dans le dos, ça laisse réfléchir. Le mot de la fin, Christian Saout, avant de passer la parole à la salle. Je n'ai pas de prétention au mot de la fin, mais l'injonction de pertinence, parce que c'est comme ça qu'Israël la ressent, ça peut aussi être une chance si on sait faire quelque chose de cette pertinence. Voilà. Si la pertinence permet de dégager des moyens pour vivre mieux au travail, pour mieux coordonner les soins et donc diminuer les retours itératifs à l'hôpital, voilà. Si on est capable de transformer ce qu'on va gagner en pertinence, en confort de travail, en capacité de mieux accompagner les patients, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, je suis comme Israël, je connais bien le système de santé, je vous l'ai dit, j'y étais mardi encore, j'étais ébahi du désarroi et des manques de moyens. En même temps, je trouvais que le personnel avait une résilience extraordinaire. J'ai été accueilli extrêmement bien. Pour la première fois, on m'a expliqué ce que j'avais avec différents scénarios. C'était extrêmement accueillant et bienveillant, mais je dois avouer que moi-même, qui ai eu une vie de magistrat, je n'aurais jamais accepté de travailler dans des conditions pareilles. C'est sûr. Bien, c'est le moment de peut-être vous distribuer le micro pour savoir si
à l'un de ces 7 intervenants, vous avez quelque chose à demander en fonction des sujets que nous venons d'aborder. Oui, ça a un rapport avec les sujets. Donc pour Agnès... Est-ce que je peux vous demander simplement de vous présenter? On vous connaît, mais de vous présenter. Alors, Éric Prada, du DIM des Hospices Civils de Lyon, donc de cette belle ville de Lyon. Alors Agnès, en France, on a trouvé une solution pour que chacun ait un copain médecin. On a supprimé le numerus clausus. Donc tout Français aura maintenant un copain médecin qui pourra lui dire où aller pour se faire soigner. Pas pour le soigner, mais pour lui dire où il peut se faire soigner. Donc voilà la solution que nous avons trouvée pour répondre à votre problème, pas au problème des complications après prostatectomie. J'avais une remarque et une question du coup pour Antoine Malone au sujet de... Je m'interroge sur le fait que le meilleur système sous-système de santé américain, puisque le système est fait de sous-systèmes, et que le plus performant est quand même fondé sur un don. C'est-à-dire que l'histoire de l'hôpital en France, ça a quand même été que des dons. L'hôpital vivait de la charité publique, or, du public, des publics, des veuves, des orphelins, des riches, des nobles qui achetaient une place au paradis en donnant ou en faisant construire. Donc le don auquel vous avez fait allusion tout à l'heure est un don beaucoup plus récent parce qu'il date du XXe siècle, c'est-à-dire du début du XXe siècle. Et est-ce que vous sentez qu'il y a un lien entre ce don et l'obligation de bien faire qui a été donné par les donateurs et qui finalement sont restés dans la mémoire des murs? Tout à fait. Je pense que c'est une leçon aussi importante, disons, pour notre pays qui est si riche en histoire et sur laquelle on peut construire. Effectivement, les bons... Geisinger, c'était donc un milliardaire qui a dit à son épouse « Construisez-moi un hôpital ». Et son épouse, donc Abigail Geisinger, a dit « Construisez-moi un hôpital, make it the best ». Donc, et dès le départ, et c'est resté avec aujourd'hui, les gens à Geisinger, c'est toujours quelque chose qui structure énormément leur façon de faire en disant notre héritage, c'est toujours de rechercher de faire ce qui est le mieux possible pour le patient. C'est la même chose chez Kaiser, qui a un système très connu. Là aussi, c'est un milliardaire qui a donné de l'argent au départ, qui est devenu... Et c'est un peu la même chose, d'après ce que je comprenais, pour plusieurs hôpitaux ici qui ont été créés à l'origine par un don. Je pense même où les maisons historiques comme les hospices civils, ça fait une culture extrêmement forte sur lesquelles on peut s'appuyer. On voit bien que je trouve dans les hôpitaux français, il y a un attachement. Peut-être aujourd'hui avec les difficultés, ça se délite, mais il n'en reste pas moins que c'est des forces qui créent des leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Je ne voudrais pas dire beaucoup de mal de mon pays d'origine, mais le niveau d'engagement, disons, des médecins québécois dans leur établissement est très variable. Notamment parce que, justement, les motivations financières commencent à jouer énormément. Alors qu'ici, on a aussi ce terreau historique sur lequel, je pense, clairement, on peut s'appuyer et puis qui peut structurer ce qu'on voit quand on regarde, indépendamment là, des pays ou des traditions, les notions culturelles ou, disons, la culture d'établissement, c'est quelque chose d'extrêmement important après pour faire mieux, pour engager les transformations, pour amener les gens plus loin, etc. Et il y a cette notion, justement, je pense, d'accueil, de soins qui remonte au Moyen Âge dans les hôpitaux français et sur lequel on peut s'appuyer pour construire l'avenir. Merci Antoine. Une deuxième question, madame? Oui, je remercie. Je voudrais revenir sur la question des... Pardon? Vous êtes Fabienne Séguret, médecin d'Imoché de Montpellier, pardon. Je voudrais revenir sur une question technique et celle de la production des indicateurs. Je comprends très bien que le grand public ait besoin d'indicateurs. On a aussi maintenant à disposition des bases de données qui sont extrêmement riches, comme l'a souligné M. Olivier. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on essaye de produire des indicateurs qui soient pertinents, on a du mal parce que dans ces bases, il manque un certain nombre d'informations qui sont capitales. Par exemple, on n'a pas le stade des maladies. On a tout un tas, et dans aucune base, SNDS comprise. Donc, moi, la question que je me pose, parce que si un chercheur ou un professionnel de santé peut faire la part des choses lorsqu'il voit
un taux de problèmes érectiles après une prostatectomie ou un taux de troubles mictionnels, etc., le grand public, lui, peut ne pas prendre ce recul. Donc, je pense que c'est compliqué, mais je me demande si, en fait, produire des indicateurs qui seraient plutôt un taux de suivi de recommandation, est-ce que ça ne serait pas plus pertinent, même si c'est plus compliqué. Sinon, je pense qu'on peut avoir vraiment une mauvaise confusion et incompréhension face à certains indicateurs qui sont le point de départ indispensable, mais qui sont trop frustres pour une interprétation pour le grand public. Non, mais je pense qu'il faut s'éloigner de l'idée que le grand public ne peut pas s'élever en compétences et en discrimination intellectuelle. Bien sûr que nous n'avons pas besoin d'indicateurs bruts, que nous avons besoin d'indicateurs situés. Mais cet effort pédagogique de situer un indicateur, on peut tous le faire et c'est encore mieux si on arrive à le faire ensemble. C'est ça dont nous avons besoin. Voilà, moi je serais relativement opposé à cette idée que les indicateurs soient élaborés et pas rendus transparents. Alors, évidemment, ils ont besoin d'être contextualisés, d'être expliqués. Le taux de mortalité dans un établissement ou dans un service qui ne prend que des personnes très très âgées, évidemment, n'a pas le même sens qu'un taux de mortalité dans un service où on a des chirurgies de la jeunesse ou de l'accidentologie. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut tous grandir en compétences enfin, en tout cas, dans le monde du XXIe siècle tel que nous le vivons, nous voulons tous augmenter notre capacité de choix, notre capacité d'autonomie. Pas pour dire j'ai fait le choix, mais pour dire je conduis ma vie. C'est ça qui nous intéresse au XXIe siècle, c'est de conduire nos vies comme nous l'entendons. Et pour la conduire comme nous l'entendons, nous avons y compris besoin de comprendre les enjeux du soin, et y compris les enjeux de qualité. Une des solutions les plus simples pour analyser la qualité, c'est de regarder le taux de conformité aux normes. C'est clairement pas suffisant. Moi, je demande à ma collaboratrice qui opère 1000 cancers du sein par an 2 choses. Combien tu as opéré dans ton année de tumeurs bénignes? Il ne faut pas les opérer. Donc je ne veux pas qu'elle en ait plus de 10%. Et je lui demande quel est son taux de guérison au bout de 5 ans. Ça intéresse tout le monde. Ça intéresse les femmes qui viennent de découvrir qu'elles ont un cancer du sein. Et en forçant ma collaboratrice à me sortir son taux de guérison, eh bien, je pense que c'est une valeur qui peut intéresser tout le monde. Faites confiance aux sociétés savantes. J'ai là 37 indicateurs de la gynécologie obstétrique. Hélas, personne ne me les demande, mais sur lesquels il y a un accord de toute la gynécologie obstétrique française pour dire cet indicateur-là est valable. Prenons ces indicateurs des sociétés savantes et mettons-les en œuvre et au contact de la population. Je voulais juste faire une remarque, attirer votre attention que depuis quelques minutes, nous dérivons entre les deux notions de pertinence et de qualité qui ne sont pas les mêmes. Vous connaissez le débat en France sur la chirurgie de l'obésité. On peut dire qu'elle est d'excellente qualité, mais elle n'est pas forcément pertinente puisqu'on pense qu'il y a 20 000 actes qui sont en excès par rapport aux normes européennes. Oui, allez-y, mais très rapidement parce qu'on arrive vraiment au bout du temps qui nous était imparti. Très vite. Il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, c'est la durée d'observation. C'est-à-dire que le résultat attendu, il n'est pas au lendemain de la chirurgie, il est à 5 ans. Vous prenez l'obésité, c'est le maintien en poids à 7 ans ou à 5 ans, à 2 ans ou 5 ans après la chirurgie. Donc je pense que c'est aussi cette notion d'aller chercher la mesure, je ne sais pas parler de qualité ou de pertinence, mais la mesure du résultat à l'échelle où elle est pertinente. Elle peut être pertinente à 5 ans dans certains cas. Effectivement, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc juste, c'est une notion de temps, de temporalité qu'on n'avait pas évoquée dans le débat et qui me paraît importante. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Malheureusement, j'imagine bien qu'il y a d'autres questions, mais je vois que vous commencez tous à bouger. Je vous demande encore une demi-minute simplement pour remercier d'abord les 7 personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont bien voulu nous apporter leur éclairage sur cette question de pertinence. Vous dire que les sessions plénières sont maintenant terminées. C'est donc la fin de ce que nous appelons les plénières en termes de colloques. Voilà, vous avez cet après-midi
2 sessions parallèles qui sont celles de SSH et GHT, si je ne me trompe pas. La session GHT se situera dans cette salle-là, et pour les SSR, ça se situera dans la salle qui est derrière nous. Que vous dire? On m'a dit qu'il fallait conclure. Moi, je suis totalement incapable, parce que je ne suis pas experte, de conclure quoi que ce soit. Donc je me suis dit que finalement, ce qu'il fallait, c'est peut-être retenir des mots-clés entre tout ce qui a été dit hier et ce qui a été dit ce matin. Et les mots-clés que j'ai retenus, moi, étaient ceux du soin, du lien, ceux du décloisonnement, de la réorganisation, de l'inclusion, de la co-construction et de la revalorisation des gens qui sont sur le terrain. Alors, il y en a évidemment plein d'autres. Et encore une fois, pardon, j'en oublie beaucoup. Mais la seule chose que je peux peut-être vous dire, c'est que, au nom des organisateurs, eh bien, merci d'avoir été là, ça c'est une chose évidemment, mais nous espérons que toutes ces propositions d'action, nous espérons que toutes ces idées, nous espérons que toutes ces pistes qui vous ont été en tout cas proposées vont conduire maintenant à de l'action. Et j'allais dire à vous maintenant, la balle est dans votre camp pour faire en sorte que tout cela puisse évoluer et bouger. On a tous les capacités de le faire. Merci beaucoup, on vous libère pour le déjeuner et à l'année prochaine.